Deuxième déclic. Donc, je commence à me poser donc des vraies questions. Je commence à me poser donc de vraies questions. Et je me dis, écoute, il y a quelque chose ici qui ne marche pas. Toi, soit c'est toi qui rêves beaucoup sans du tout agir, soit en fait, tu poses des actions qui ne vont dans aucune direction que tu t'es fixée. Donc, commencer, la quête de l'excellence a été toujours ça. Quand vous avez la quête de l'excellence et que vous vous battez pour y arriver, en fait, chaque situation qui arrive va être des jalons pour construire ce que vous allez construire demain. Donc, aujourd'hui, si je shift cette perception et je dis que l'Afrique, en fait, est la mère des continents, et je dis que l'Afrique, aujourd'hui, en termes de civilisation, est la mère des civilisations, si je pars de ce principe, ça veut dire qu'en effet, le monde s'est construit, s'est bâti autour de l'Afrique. Et ça veut dire qu'il y a des choses qui sont profondes et qui sont profondément ancrées, qui existent en Afrique. Et qui, aujourd'hui, sont traduites dans ce qu'on appelle le leadership. Appelez ça comme vous voulez, appelez ça esprit d'équipe, appelez ça éthique, appelez ça intégrité, appelez ça comme vous voulez, appelez ça croissance, appelez ça entrepreneurship, appelez ça comme vous voulez, mais c'est des choses qu'on a d'abord vues en Afrique. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'est départi de ça? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est complètement déconnecté au point de croire que c'est des choses qui sont venues d'ailleurs? Mais tout simplement parce qu'on a perdu les racines. Bonjour à tous. Si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'on croit que l'Afrique et les Africains ont un potentiel extraordinaire. Mais nous savons aussi tous que avoir le potentiel et savoir l'activer et le mettre au service de l'Afrique, c'est deux choses différentes. Donc, ce show-ci, Impact Africa, on reçoit des personnes qui sont en chemin vers leurs objectifs, vers leurs rêves, mais surtout qui ont le potentiel d'impacter par leur histoire, d'impacter par leurs actions. Et donc, je suis très content d'accueillir aujourd'hui mon mentor, que je considère mon mentor, même s'il ne sait pas encore qu'il est mon mentor, Raphaël. Bienvenue, Raphaël, sur Impact Africa. Merci de ton temps, merci de ta disponibilité. C'est un honneur pour moi de te recevoir. Merci infiniment, Arthur, pour l'invitation et je suis très heureux, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un honneur et un plaisir pour moi. Je suis doublement honoré parce qu'en effet, non seulement Arthur, c'est un frère, c'est un ami, mais c'est mon père également parce que son fils porte mon prénom. Donc merci infiniment pour l'invitation et merci pour ce que tu réalises à travers Impact Africa parce que justement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est l'Afrique. Oui, l'Afrique, mais avec qui? Merci. Ça y est, bon, ça c'est un avant-goût de ce qu'on va avoir parce que on va commencer l'interview comme d'habitude sur ce show. On va commencer par 3 questions pour pouvoir connaître Raphaël un peu mieux. Donc Raphaël, je vais te proposer de choisir entre le numéro 1 et le numéro 11. Comme ça, tu pourras choisir ta question comme ça, entre 1 et 11. Si 9. 9, ok. Quand tu étais enfant, quel était ton rêve? Qu'est-ce que tu voulais faire absolument quand tu serais plus grand? Quand j'étais enfant, je rêvais d'une chose. Je rêvais de voir le monde à un. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais ce rêve-là. Je me disais qu'est-ce qui se passerait si tout le monde entier vivait dans une maison? Ça, c'est la première image que j'avais eue quand j'étais enfant. Qu'est-ce qui se passerait quand tout le monde, voilà, si tout le monde vivait dans une maison? Parce que, ayant grandi dans une communauté presque, avec des cousins, ainsi de suite. Et en fait, je voyais ça en grande échelle. Et je voyais le bonheur qu'on se donnait à être ensemble, à s'amuser ensemble, à jouer ensemble, à réaliser des choses ensemble, à rire ensemble, à pleurer ensemble. Et je me suis dit, waouh, ce serait extraordinaire si tout le monde était dans la même maison. Oh, waouh! Waouh! Ah, je me souviendrai de cette réponse-là. Un autre numéro entre 1 et 11, donc à part le 9 que tu as déjà sollicité. Et le 3? Le 3, ok. Quel est l'aliment africain qu'on trouve tout le temps chez toi? L'aliment africain qu'on trouve tout le temps chez moi. C'est un légume. On appelle ça le héros. D'accord. Le héros, c'est un légume que l'on va retrouver généralement dans la forêt et qui, aujourd'hui, on va le retrouver sous plusieurs variétés de plusieurs autres
ethnie camerounaise dont on va parler, on va trouver ça comme les coqs chez certains, comme le coq chez d'autres. Mais chez nous, ça s'appelle le héros. Voilà. Là, vous D'accord. allez le trouver en permanence. Vous allez le trouver dans le frigo, cuit, non cuit. Vous allez le trouver voilà, un peu partout. Dans le congélateur, vous allez le trouver. Intéressant. Et une dernière question, du coup, tu peux choisir entre 1 et 11. Donc, à part le 9 et le Le 3 que tu as déjà 1, le choisi. 1, Le le 1, 1. OK. Bon, je sais que tu vis déjà au Cameroun, enfin que ta famille est au Cameroun. Ben, si aujourd'hui, là, quel pays d'Afrique tu n'as pas encore visité que tu aimerais visiter? Quel pays d'Afrique j'aimerais visiter? Je n'ai pas encore visité. Attends, je cherche dans mon esprit. Waouh, ça, c'est une grosse colle, ça. J'aimerais visiter. J'aimerais visiter. Bon, écoutez. Alors là, chaque fois que je pense à un pays, j'y suis déjà allé, donc du coup, Bon, tu as déjà fait tous les pays d'Afrique, non, c'est je n'ai pas pas... fait tous les pays d'Afrique, mais j'aimerais aller. Il y a un tout petit. Non, non, même pas. Pourtant, j'ai fait ça. D'accord. J'aimerais visiter quel pays africain? Non, je ne suis pas encore allé en Mozambique. Ah, Ça, c'est un pays que j'aimerais découvrir. d'accord, OK. J'aimerais découvrir ce pays. J'ai eu envie quand je faisais ma certification avec l'OIT sur Expand Your Business, j'ai eu un formateur de la Mozambique. Il était excellent. Et je crois que, voilà, depuis ce jour-là, j'avais pensé visiter son pays, mais je n'avais jamais eu l'opportunité. D'accord, OK. OK, OK. Mais merci, mais tes questions, tes réponses sont excellentes. En tout cas, merci de t'être prêté au jeu. Je pense que ça permet aussi de te connaître un peu différemment avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et bon, je peux te laisser te présenter, ça peut prendre 10-15 minutes. Je sais que tu fais pas mal de choses, énormément de choses, donc je vais peut-être te donner 5 minutes que je te présente, tu décides vraiment des sujets que tu vas aborder dans ta présentation. Et à partir de là, je pense qu'on va pouvoir continuer les discours. Donc, si tu pouvais nous faire l'honneur déjà de te présenter, comment est-ce que tu te définis toi en tant qu'identité et comment est-ce que tu veux que les personnes là qui nous écoutent se disent, Raphaël, c'est ça, en 5 minutes. En 5 minutes, Raphaël il est père, ami, frère, mentor et agent de transformation. Je suis bâtisseur d'échelles, en effet. Je construis des échelles pour les autres afin qu'ils montent plus haut. Et aujourd'hui, homme de foi, passionné de la transformation et du développement de l'Afrique et du monde, je crois personnellement que chacun peut jouer son rôle et apporter et réaliser l'impact qu'il souhaite pour que les choses soient davantage meilleures pour toutes les couches sociales, quelle que soit la position géographique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Raphaël, dans son action, n'a pas de limite, en effet. Quand je rêve, j'avance. Et pour savoir effectivement, Raphaël, c'est, voilà, j'approche la cinquantaine et en même temps, et aujourd'hui, avec, bien sûr, cette présence, avec cette présence en Afrique et aux États-Unis, quelquefois en Europe, j'arrive à aider les organisations à grandir à travers les individus. Euh, j'ai créé et fondé en 2007 Focus, qui a pris corps effectivement en 2010. Et au Cameroun, Focus s'est investi et a avancé d'abord dans le domaine de la communication, ensuite a associé la formation, avant de se déployer en Afrique de l'Ouest, notamment à Abidjan en 2016, pour ensuite ouvrir une branche aux États-Unis à Baltimore, spécifiquement dans le Maryland en 2019. Et depuis cette année 2022, depuis le mois de mars, nous avons une filiale au Bénin. Aujourd'hui, je vais dire que avec tout cela, pourquoi nous faisons ça? Nous faisons ça parce que nous croyons fortement que
l'Afrique a beaucoup de valeur et l'Afrique a beaucoup de potentiel. Et là où nous pouvons agir, d'où le cœur même de notre proposition unique, c'est sur l'homme. Ça veut dire que quand nous avons commencé dans cette action de formation et que nous sommes engagés dans tout ce qui est formation avec des outils et autres entre 2010, autour de 2016-2017, en fait, très insatisfaits de l'impact et des résultats que nous atteignons, nous avons pensé qu'il fallait aller vers le coaching. Pourquoi? Parce que c'est plus personnel, c'est plus direct et ça adresse des problèmes plus en profondeur. Raison pour laquelle, donc, après une certification avec Coach Training EDU aux États-Unis, nous avons également fait une seconde certification avec la communauté Maxwell Leadership Team. Avant, c'était de John Maxwell. Aujourd'hui, c'est de Maxwell Leadership Team qui, bien sûr, s'investit dans le monde pour développer des leaders d'impact. Et avec cette communauté aujourd'hui que l'on va retrouver dans 190 pays, à peu près environ 40 000 membres, nous occupons le poste de directeur exécutif. Et avec cette mission, nous avons le devoir de porter cet ADN de leadership de service. Et justement, c'est dans ce contexte que des projets naissent. Et depuis le début de cette année, effectivement, pour accompagner donc justement nos projets, et puisque nous sommes essentiellement sensibles à cette question de leadership, nous avons créé la fondation, une fondation qui, bien sûr, va s'occuper de déployer sur tout le continent africain un certain nombre de projets impactants pour transformer l'Afrique en profondeur. Et justement, je le fais avec une équipe, des internes, des personnes qui viennent en freelance et en même temps également des personnes qui croient à la vision que nous portons. Aujourd'hui, l'enjeu énorme, c'est que si vous voulez savoir davantage aussi, encore beaucoup plus, qui est Raphaël, posez la question dans son histoire, parce que effectivement, en tant que jeune Africain, en même temps, avant d'ouvrir Focus, j'ai fréquenté comme tout le monde au Cameroun, j'ai fait mon parcours, j'ai fait l'université de Douala, en même temps, j'ai eu ma licence, je suis rentré à l'ESSEC, voilà, je suis sorti avec un diplôme de gestion en système d'information et d'aide à la décision. Ça n'augurait en rien du tout le coaching et tout le reste. Mais en même temps, je cherchais ma voie. Et dans cette démarche, j'ai commencé à travailler. Après, je suis allé aux États-Unis, j'ai eu un MBA en management stratégique et marketing. Après, j'ai commencé à travailler avec Mobile dans la filiale au Cameroun, avec Mobile. Et après, je suis parti de Mobile pour aller au port autonome de Douala, où j'étais chef de cellule communication, rang de directeur adjoint. Après, effectivement, garder ce rang de directeur pendant quelques années, avant de faire un petit passage par les ressources humaines. Et au moment où je suis en train de partir du port autonome de Douala, je dirige le centre de formation en gestion portuaire, qui était un projet porté par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Donc, en même temps, je pars de là quand je suis expert portuaire et en même temps également expert en efficacité portuaire avec tout ce que ça comporte comme stratégie de développement des infrastructures liées au transport multimodal. Donc, voilà, c'est de là que je sors et que je me retrouve donc justement en train de m'investir dans ma passion, de m'investir dans ce que je sais faire, de ce que j'aime faire, je préfère, parce qu'au départ, c'était plus ce que j'aime faire que ce que je sais faire. Voilà, j'étais dans le savoir-faire dans tout le domaine dans lequel j'avais excellé, dans le secteur maritime et portuaire, mais après, j'avais envie, je sentais, il y avait cette insatisfaction-là, donc j'ai commencé à aller vers l'homme, et c'est progressivement qu'aujourd'hui, je m'engage pour que chaque année, j'ai au moins une ou deux certifications. Les certifications, il y en a énormément. Je vais m'arrêter à quoi? Je suis aujourd'hui Master Trainer pour le DISC, intelligence émotionnelle, force motrice, avec Assessment 24/7 et je représente donc ce leader mondial d'assessment sur l'Afrique subsaharienne. Donc, après ça, également, je suis certifié à l'Appreciative Inquiry, qui est également un excellent modèle aujourd'hui de transformation et de changement.
que l'on va retrouver davantage dans les 500 Fortunes. Et, avec ça, en plus, une certification dans d'autres outils tels que, voilà, aujourd'hui, je suis un certifié Barrett Values Certification, où j'ai effectivement appris à engager et à mobiliser la transformation de l'intérieur à travers les valeurs. C'est-à-dire, ce que nous faisons, c'est que nous venons dans une entreprise, nous prenons leurs valeurs des tiroirs et nous les posons sur la table et nous les infusons chez les collaborateurs. Ça, c'est clair. Et on le fait, et c'est dans cette perspective, justement, que après avoir fait cette certification, parce que je l'ai à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de leadership pour les dirigeants, et le second niveau, c'est la culture. C'est la culture d'entreprise, la culture des organisations. Donc, dans cette démarche-là, il y a beaucoup de choses à faire. Nous faisons des évaluations culturelles. Nous faisons également ce qu'on appelle des baromètres d'entreprise que nous accompagnons profondément dans le processus, bien sûr, de réhabilitation des valeurs au sein des organisations afin que chaque collaborateur puisse se sentir complètement aligné par rapport à ces valeurs-là, parce que nous avons justement, dans ce cadre, voilà, c'est dans ce cadre-là que le projet I Transform Africa, par exemple, est né. Au départ, j'avais le projet en tête, mais dans l'approche, j'étais encore très dubitatif. Alors, j'ai terminé avec la certification Barrett, les 2 niveaux, je me suis dit, tiens, ça, c'est quelque chose de fort, parce que quand on va dans un pays, on ne s'en va pas pour imposer des valeurs. On s'en va, on analyse, on fait la situation, on fait une enquête nationale, et donc de l'enquête nationale émergent des valeurs que nous transformons en contenu de formation, et ainsi de suite. Donc, voilà globalement après ce qui se passe. Mais du coup, c'est très intéressant. Et il y a quelques points là que je pense que j'ai noté, je veux un peu revenir dessus. Le premier, je veux revenir sur un point. Tu as dit, il n'y a pas de limite chez Raphaël. Raphaël n'a pas de limite. Mais moi, la question, on ne naît pas comme ça. De ce que je sais, c'est que personne ne naît. Quand on est des enfants, effectivement, on n'a pas de limite. Mais je veux dire, est-ce que tu as toujours été comme ça? C'est-à-dire, je n'ai pas de limite? Ou qu'est-ce qui a fait en sorte que tu puisses avoir ce déclic dans ton esprit de te dire, en fait, je ne peux plus me mettre de limite? Est-ce qu'il y a un événement qui a fait en sorte que tu puisses te dire, OK, là, c'est le déclic, quoi? Oui, je vais dire ça, oui. Écoutez, j'ai pas une jeunesse très facile. Je ne suis pas né d'une famille riche, ça c'est clair pour moi. Mais je crois que le tout premier déclic, c'était la mort de mon père. Voilà. Quand j'ai perdu mon père, j'avais l'âge de 16 ans. Et quand j'avais perdu mon père, en fait, mon père était l'espoir de tout. Avant, quand on parlait avec mon père, j'étais en classe de seconde. Et quand je discutais avec mon père, je savais déjà exactement ce que j'allais faire après le bac. Je savais où je devais aller. Tout était planifié pour ça, ainsi de suite. Mais après, quand je l'ai perdu, quelques mois après, en fait, ça a été une sorte de gros trou noir, un gros déluge par lequel je suis passé. Justement parce qu'effectivement, tous les projets tombaient à l'eau avec tout ce que ça comporte. Et en même temps, je suis l'aîné d'une famille. Donc, du coup, il fallait pouvoir, je crois que c'était le premier déclic. Et ce qui a réellement créé le déclic, c'est les conditions qui ont entouré en fait son décès par la suite. Où, vous savez qu'en Afrique, c'est toujours comme ça. On est dans des situations où, quand on a perdu son parent, voilà, ça devient un peu la débandade à tous les niveaux, avec les familles, tout ce que ça comporte, les guerres, ainsi de suite. C'est la bataille sur les biens, avec tout ce que ça comporte. Et effectivement, on est sorti de là. Ma mère est sortie de là avec nous. Donc, voilà, on est sorti de là et presque complètement dépouillé. Et je me suis posé la question de savoir, attention, qu'est-ce qui se passe? Je rêvais beaucoup parce que je comptais sur mon père. Et deuxième chose, c'est que quand je regarde, en effet, c'est que lui également, il n'était pas d'une famille riche. C'était ce qu'il a pu avoir. Il s'est battu pour l'avoir. Ça veut dire qu'effectivement, je peux également commencer quelque chose. Donc, c'est là où le tout premier déclic est parti et j'ai commencé à être un peu plus focus. Conséquence, tout mon parcours universitaire, je le faisais avec, bien sûr, en travaillant à gauche, j'avais des activités à droite, je faisais de la musique, ainsi de suite, j'enseignais, j'étais vacataire, ainsi de suite. Donc voilà, c'était presque tout le parcours universitaire. Et après, donc justement, quand je commence à travailler et que j'avance normalement, à un moment donné, je me rends compte en effet que je travaille. J'étais très jeune, j'étais directeur à 26 ans. Donc, une chose est claire, c'est que quand on est dans ces conditions-là, à un moment donné, voilà, j'ai eu la chance, et même, je vais vous dire, pas parce que je connaissais des personnes qui connaissaient et qui connaissaient, non. Je pense que aujourd'hui, l'ascension que j'ai eue, même pour passer à ce poste, pour être débauché de mobile,
pour entrer dans une organisation comme le port autonome de Douala, où c'était, en fait, la personne qui me débauche, c'est la personne qui m'a vu, en fait, au lycée. Qui, au moment où ils viennent remettre les prix aux meilleurs élèves du lycée, j'ai le prix de l'excellence étant au lycée. Donc, du coup, vous voyez qu'en fait, ça, c'est quoi? Et ce que je dis est très important. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, on a l'impression que c'est quand on va grandir ou quand on va atteindre un certain niveau qu'on va commencer à faire ses preuves. Maintenant, on peut se permettre ou se tolérer certaines erreurs. Non, c'est que dans la vie, en fait, la vie, c'est un tout. Dès que vous avez commencé, que vous êtes dans le processus, aucune erreur n'est permise, en effet. Donc, commencer, la quête de l'excellence a été toujours ça. Quand vous avez là, la quête de l'excellence, et que vous vous battez pour y arriver, en fait, chaque situation qui arrive va être des jalons pour construire ce que vous allez construire demain. Donc, ça, c'était une parenthèse. Et je disais donc, en effet, ça, c'était le premier déclic. Et le deuxième déclic arrive quand je suis donc déjà, je suis directeur au niveau du port autonome de Douala. Et après, donc, justement, vous savez que c'est une société parapublique et à un moment donné, avec tout ce que ça comporte, question de politique, avec tout ce que ça comporte, bien sûr, je me retrouve, je perds en poste et je me retrouve avec un salaire qui part de 1 650 000 francs à 600 000 francs. Deuxième déclic. Donc, je commence à me poser donc des vraies questions. Je commence à me poser donc de vraies questions. Et je me dis, écoute, il y a quelque chose ici qui ne marche pas. Toi, soit c'est toi qui rêves beaucoup sans du tout agir, soit en fait, tu poses des actions qui ne vont dans aucune direction que tu t'es fixé. Donc, à un moment donné, je me suis dit, d'accord, il faut à un moment donné, voilà, j'ai commencé à regarder les choses avec beaucoup de clarté et j'ai commencé à me poser de vraies questions et à poser de petits actes, de petites actions. Voilà, je pense que c'était les 2 points de déclic, si j'ai répondu à ta question. Non, c'était très clair. C'était très clair. Moi, ce que j'ai compris là, c'est effectivement, il y a un électrochoc. Tu as un monde, tu as une façon de voir la vie, de voir le monde. Et je pense qu'on est tous souvent dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on est dans notre vie, on fait nos choses dans notre quotidien. Et souvent, il y a besoin d'avoir un événement pour nous faire comprendre, prendre compte de quelque chose. Et là, on voit la vie complètement différemment. C'est le premier déclic. Et le deuxième point que je vois qui est très important que tu as dit, bon, ça ne fait pas partie du déclic, mais c'est vraiment cette quête de l'excellence. Et je pense qu'on a tendance chez nous à dire, tu es encore jeune. En tout cas, mes parents me disent ça, même maintenant, quand je décide que je vais lancer, je vais devenir entrepreneur, on me dit, tu es encore jeune. Pourquoi tu le fais? Alors que là, tu viens de nous dire que, en fait, non, c'est le plus tôt possible. Tu dois déjà être dans cette quête de l'excellence, cette quête d'aller vers ton plein potentiel. Donc ça, je pense que c'est très, très fort. Donc, merci pour cette réponse-là et pour ton authenticité. Le deuxième point que je voulais du coup aborder, c'est, parce que quand tu parlais, c'est aborder, c'est, OK, tu montes vite, tu vas dans les entreprises, tu es à l'aise, mais comment et pourquoi tu décides de switcher et de dire, écoute, je passe coach. Tu as un peu touché du fait que tu es dans l'humain, mais en fait, je veux plutôt comprendre, c'est comment quelqu'un qui a une sorte quand même de voix dans les entreprises, ou en tout cas est reconnu pour certaines compétences, décide d'abandonner ça pour aller dans l'univers de l'entrepreneuriat que l'on connaît tous, qui demande beaucoup plus de courage et où tu es beaucoup plus seul finalement. Qu'est-ce qui... comment tu abordes ça? Comment est-ce que ça se construit dans ton esprit? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ton cas, en fait, qui doivent penser, avoir des idées, vouloir sauter le pas, mais il y a beaucoup de choses qui les retiennent. Ce que tu me dis est... J'aime beaucoup ce que tu dis. Merci pour cette question parce que ça me rappelle au moment où j'étais en train de sauter, j'étais à 1 850 000. Je m'avais rétabli et voilà, comme j'ai dit, j'étais voilà, directeur. Et j'avais 1 850 000 francs de salaire déjà. Et en fait, quand je décide de dire, voilà, pour certaines raisons, pour le fait que je ne suis pas bien et que je n'arrive pas à contribuer à apporter ce que je sais, ce que je vaux, je m'écarte. Et il y en a qui m'ont traité de fou, il y en a qui m'ont traité de dingue, il y en a qui m'ont dit qu'en fait, les gens vivent pour travailler, trouver de l'argent et se construire. Et moi, je décide d'abandonner cet argent-là pour me retrouver à 0 franc. Parce que c'était ça. En fait, le switch arrive parce que je me dis que
avec tout ce que j'ai connu, en fait, ce que j'ai connu et vécu aurait pu être perçu et vécu différemment si j'étais à mon propre compte. En fait, c'est que j'ai toujours appris la quête de l'excellence, comme je l'ai dit, ça a été toujours ma devise, hein, depuis le début et partout où je suis passé, où j'ai travaillé, il fallait toujours que je hit the target, que je frappe très fort, au-delà de ce qui est attendu de moi, au-dessus de ce qui est attendu. Donc, du coup, face à ça, je me suis retrouvé devant quoi? Devant de l'ingratitude, devant de l'absence totale de reconnaissance, devant, au contraire, même la haine, devant l'envie de détruire, devant des personnes qui, en fait, où on a, en fait, en fait, tout est mis en place pour vous broyer, en effet. Donc, il y a deux choses l'une. Soit, je fais quoi? Je m'inhibe. M'inhiber, c'est arrêter de ressentir tout ça et me contenter de ce que je gagne à la fin du mois. Et j'organise ma vie avec ça. Et bien sûr, ce ne serait pas une vie de moyenne classe, quand même. Au Cameroun, avec 1,850,000 francs de salaire, ce n'est pas la moyenne classe. Donc, du moins, on est déjà à un certain niveau. Donc, du coup, soit je m'inhibe, j'inhibe tous mes sentiments et tous mes ressentis. Et je fais avec. Et je sais que voilà, j'avance, j'ai la voiture que je veux, j'ai la maison que je veux, j'ai la vie que je veux. Soit mais bien sûr, dans une totale, si je le fais dans une totale insatisfaction et une totale, je dirais même, dépression, soit je dis, OK, Raphaël, si tu veux vivre heureux, si tu veux vivre épanoui, commence à te poser la question de savoir pourquoi tu existes. Et le questionnement a commencé. Pourquoi tu existes? Pourquoi tu existes? Est-ce que tu existes pour subir ça? Est-ce que tu existes pour faire ce que tu fais? Est-ce que tu existes pour… Alors, la réponse était non, 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 non. Raphaël, tu n'existes pas pour l'argent. Raphaël, tu n'existes pas pour de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est ça, je le partageais avec un homme d'État hier, où je disais que j'ai posé la question à une centaine de jeunes. Pour vous, c'est quoi le succès? 80% m'ont dit que le succès dans la vie, c'est avoir beaucoup d'argent. J'ai dit non, malheureusement. C'est ça l'état d'esprit qu'on a aujourd'hui. Non, c'est pas l'argent. Le succès n'est pas l'argent. Le succès est dans mon épanouissement total, dans le bonheur de ce que je vis, dans comment je raisonne en moi, dans comment je suis aligné avec mes valeurs, ce que je fais et ce que j'apporte au monde. Et si derrière ça, en plus, justement, j'arrive à obtenir de quoi vivre, de quoi manger le matin, le soir, et de quoi me vêtir, de quoi protéger ma famille, mettre effectivement les enfants en sécurité et ma famille en sécurité et le monde, continuer de faire grandir le monde, c'est suffisant pour moi. Je n'ai pas besoin de compte d'épargne. Donc, c'est de ça qu'on parle en fait. D'accord. Et comment tu aides quelqu'un à… Parce que cette question de se dire pourquoi je vis, c'est une question assez profonde. Et je sais que tu es coach. On se connaît, je sais que tu as un programme, parce que je suis passé par ton programme, qui m'a aussi transformé et bouleversé. Comment tu amènes quelqu'un à justement prendre ce pas-là, de se dire pourquoi je vis? Parce que finalement, ce n'est pas si simple hein, d'arriver à cette question-là. Tu sais, ce que tu dis est très important. Tu sais, à un moment donné du parcours professionnel, tu sais, tu as la période d'euphorie hein, qui dure jusqu'à 30 ans. C'est vraiment la grande euphorie professionnelle où j'appelle ça l'euphorie professionnelle où la personne est pleine dedans, se donne à fond, ainsi de suite, veut réaliser des choses, veut bâtir des choses, veut qu'on le reconnaisse à sa propre valeur. Et après, à partir de 30 ans, entre 30 et 40 ans, ça commence à être, voilà, c'est le début du questionnement, mais ce n'est pas encore réellement le questionnement. Pourquoi? Début du questionnement, pourquoi? Parce qu'on commence à se dire, est-ce que je gagne me permet de réaliser ce à quoi j'aspire? Et on commence donc justement à dire, d'accord, est-ce que j'arrive à me mettre en sécurité? Est-ce que j'arrive à mettre ma famille en sécurité? Est-ce que j'arrive à mettre… Donc, c'est encore des questions sécuritaires. Et aussi, on le fait dans cette tranche d'âge-là, parfois, on le fait au détriment de la partie,
de la partie relationnelle. Pourquoi? Parce qu'on est davantage investi dans son travail, on passe très peu de temps avec les enfants, on passe très peu de temps avec la famille, on passe très peu de temps dans son contexte social, émotionnel. Et donc, du coup, à un moment donné, donc, le vide se crée. Puisque le vide se crée, on commence à dire, d'accord, alors là, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Même quand même avec les relationnels, ça ne marche plus. Avec le travail, ça ne marche plus. L'état de santé prend un coup parce que, bien sûr, puisqu'on est investi, on ne prend pas soin de soi-même. On ne mange pas bien, on ne dort pas bien, on ne pratique pas de sport parce qu'on est très occupé. Donc, du coup, l'obésité prend la place ou encore d'autres maladies opportunistes s'installent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, à un moment donné, on commence à dire, ah, vraiment, si j'ai perdu dans tous ces aspects-là, c'est Dieu seul qui peut me sauver. À ce moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On commence à chercher sa voie dans tout ce qui est spirituel. On commence à se dire, d'accord, à trouver du sens. Mais la vérité, c'est quoi? La vraie question ne vient pas encore. Quand on approche déjà la quarantaine, 45 ans, on commence à se dire, ah, alors je suis à 10, 15 ans de la retraite, qu'est-ce qui va se passer après? Et donc, qu'est-ce qui va se passer après là? Donc, c'est, OK, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Et quand on est dans le où est-ce que j'en suis aujourd'hui, on commence à se dire, OK, il y a un problème. Il y a un problème, pourquoi? Parce que là, je ne me rassasie plus, j'essaie de faire tout ce que je peux faire, ça n'avance pas comme je veux, mais la vérité, c'est qu'il faut que j'arrive à imprimer mes marques. Et donc, du coup, c'est là où le questionnement vient et c'est là où le why challenge arrive. Pour te poser la question de savoir, d'accord, qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? C'est ça la première question. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Deuxième question, qu'est-ce que tu valorises? Qu'est-ce que tu valorises? Troisième question, c'est OK, d'accord. Projette-toi et pose-toi la question de savoir, et si aujourd'hui était le dernier jour? Qu'est-ce que tu laisserais? Qu'est-ce qu'on retiendrait de toi? Quatrième question, c'est d'accord. Puisque c'est ce que tu voudrais qu'on retienne de toi, comment est-ce que tu arrives donc à être cette identité-là à partir d'aujourd'hui? Parce qu'en fait, vous voyez que dans ce process, généralement, quand vous demandez qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que tu veux laisser, les gens vont dire d'accord, et si je suis, ils vont penser à la richesse. Donc, on n'a pas dit qu'est-ce que tu veux avoir, c'est qui est-ce que tu veux être. Bien, et c'est un processus, justement, comme tu le sais, qui à un moment donné va amener la personne à aller au fond d'elle-même et à commencer à se fixer des objectifs. Et c'est là où il faut passer le cap. C'est là où il ne suffit pas de se fixer des objectifs, mais encore, il faut encore les mettre en œuvre, définir un plan d'action. Et laisser dire d'accord pour y aller, voici ce que je m'engage à faire. Et c'est là où le problème de la discipline arrive. Bien sûr. Parce qu'effectivement, on est tellement motivé, on veut. Et il y a des matins, quand on a des aides de faire une routine matinale, des matins, on se tourne dans le lit, on dit, ben la vache, qu'est-ce que je fais là encore aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis fatigué? Pour aujourd'hui seulement, je peux me reposer? Non. Et quand on commence pour aujourd'hui seulement, vous voyez qu'en fait, ça s'enchaîne. Malheureusement, on retombe dans la très mauvaise routine et on se complaît. On est insatisfait de sa vie, mais on est totalement insatisfait de sa vie, mais on est impossible de se détacher de celle-là, malheureusement. Non, mais ça résonne fortement en moi. Et oui, donc, non, mais tu viens de me donner une leçon tu viens de me donner un coaching en direct, là. Qui se paye en plus cher, généralement. Donc, en tout cas, merci pour ça. Je voulais, du coup, qu'on se projette un peu. Quand je dis on se projette un peu, c'est OK. Toi, comme tu disais, tu n'as pas de limite, tu vas avoir un impact démesurable. Enfin, moi, je dis ça démesurable parce que ton programme que tu as lancé, qui est de former 1 million de jeunes béninois, je crois, en 3 semaines. En tout cas, après, il y a d'autres choses que tu vas faire, mais je pense que là, le lancement, là, en trombe, là, je crois que c'est en août. Et ça, c'est quelque chose de... Moi aussi, je raisonne beaucoup avec le leadership, comme tu le sais, mais c'est quelque chose pour moi, qui me fascine. Et je voulais, en fait, que tu nous dises vraiment comment tu le vois, enfin, même déjà, comment tu arrives à concevoir ça dans ta tête. Qu'est-ce qui est dans ta tête, là? Parce que je pense que quand tu dis à une personne 1 million de jeunes béninois au leadership, tu vois, c'est des buts, on va dire, parce que j'aime beaucoup la notion de but. C'est des buts que très peu arrivent à former dans leur vie, quoi. Est-ce
Qu'est-ce que peut nous dire en fait de ce but-là et essayer de de nous éclairer? Merci Arthur. Vous voyez, 1 million de jeunes béninois aujourd'hui représentent 20% de la population jeune au Bénin. La population jeune âgée de 10 à 24 ans au Bénin est de 4 millions et demi. C'est une population de 13 millions. Donc, étant donné qu'Air Transform Africa, c'est un programme de transformation profonde de l'Afrique. Nous y croyons fortement, ça coule dans nos veines. Et aujourd'hui, Air Transform Africa, c'est en fait ce programme de transformation qui va repositionner l'Afrique là où elle doit être, là où il doit être en tant que continent. Donc, en fait, vous voyez, tu vois, il y a une chose qui est très claire, c'est que regarde un peu à quoi ressemblent nos séries télévisées aujourd'hui. Regarde à quoi ressemblent même les dessins animés. Regarde à quoi ressemblent les jeux qui sont proposés à la jeunesse. Et surtout, pire encore, aux jeunes en Afrique. C'est-à-dire que le moins cher, on essaie de le dépraver autant que faire se peut pour acculturer complètement l'Afrique et en fait continuer de le manipuler comme si en fait nous étions des guignols. Que l'Afrique arrête d'être effectivement à la merci de tout cela et qu'on commence à réfléchir à une Afrique qui est prospère. Aujourd'hui, quand j'ai entendu quelque chose, j'ai suivi une petite interview du professeur Fokam Kamounié la semaine dernière sur une de ses chaînes où il disait que la plupart des pays africains parlent d'émergence. Pourquoi on parlerait d'émergence? Pourquoi? Parce que émergence veut dire que ça sort de terre. Émergence veut dire que ça sort de terre. Mais pourquoi est-ce qu'on dirait aujourd'hui qu'on va atteindre l'émergence, on va sortir de terre? On n'est pas dans la terre, on n'est pas sous la terre en fait. Et quand on se l'approprie et qu'on clame ça partout, qu'on va être émergent en 2025, 2035, 2050, en fait, ça veut dire qu'en fait, déjà, la perception de notre propre valeur a un problème en tant qu'Africain. Donc, aujourd'hui, si je shift cette perception et je dis que l'Afrique, en fait, est la mère des continents, et je dis que l'Afrique, aujourd'hui, en termes de civilisation, est la mère des civilisations, si je pars de ce principe, ça veut dire qu'en effet, le monde s'est construit, s'est bâti autour de l'Afrique. Et ça veut dire qu'il y a des choses qui sont profondes et qui sont profondément ancrées, qui existent en Afrique et qui aujourd'hui sont traduites dans ce qu'on appelle le leadership. Appelez ça comme vous voulez, appelez ça esprit d'équipe, appelez ça éthique, appelez ça intégrité, appelez ça comme vous voulez, appelez ça croissance, appelez ça entrepreneurship, appelez ça comme vous voulez, mais c'est des choses qu'on a d'abord vues en Afrique. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on s'est départi de ça? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est complètement déconnecté au point de croire que c'est des choses qui sont venues d'ailleurs? Mais tout simplement parce qu'on a perdu les racines. Et aujourd'hui, l'enjeu est énorme. C'est que la dépravation des mœurs, la dépravation de nos cultures est à un point où on ne peut plus rester calme, on ne peut plus se taire. Et nous ne pouvons plus se taire parce que nous le vivons chaque jour. J'accompagne des dirigeants de très haut niveau. J'accompagne des dirigeants des groupes qui font jusqu'à 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc, il y a une chose qui est claire, c'est qu'avec ces responsables, on arrive, tu te rends compte qu'à la base, il manque quelque chose. Il y a des choses qui manquent à la base. Et ce sont des choses qu'on n'a pas apprises sur les bancs. C'est des choses qu'on n'a pas apprises, mais c'est des choses effectivement que l'on vit simplement et qui naissent de nos cultures. Donc, retourner aux sources pour faire quoi? Pour puiser les valeurs de leadership et ensuite les infuser chez les jeunes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, 4 500 000 jeunes dans 13 millions. Quand je prends l'Afrique en général, j'écoutais également un débat au niveau de la BAD la dernière fois qui nous révélait avec les dernières statistiques que la moyenne d'âge en Afrique, c'est 19 ans. L'Afrique a une population essentiellement jeune. Ça veut dire que si vous voulez changer l'Afrique de demain, c'est sur sa jeunesse qu'il faut agir, c'est sur la population jeune qu'il faut agir. Ceux qui veulent détruire l'Afrique ont compris ça, mais ceux qui veulent construire l'Afrique n'ont rien compris. Donc, l'action que chacun de nous en tant qu'Africain doit poser aujourd'hui, c'est de s'allier à Air Transform Africa. Parce que Air Transform Africa, c'est un programme inclusif de transformation par les valeurs qui, dans chacun des pays où il sera déployé, vient premièrement adresser 20% de formation directe avec, bien sûr, les jeunes,
20% de la population jeune. Deuxièmement, dès le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Avec l'appui du gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on installe des clubs de leadership dans tous les établissements secondaires, privés et publics et universitaires. Des clubs de leadership qui sont des clubs, tu as l'idée de nos clubs, généralement à l'époque, quand on parlait de clubs au lycée, c'était des pléthores où on se retrouvait par exemple 30, 40, 50 dans une salle à rouler et ensuite à sortir de là sans… Voilà, c'est-à-dire on a passé le temps à parler, parfois à se chamailler, mais les clubs de leadership, ce ne seront pas ceux-là. Ça va être des tables, en fait, c'est des clubs de transformation. Les clubs de leadership dans ces institutions, ça va être des clubs de 12 à 16 membres maximum. C'est 12 membres qui est recommandé par club. Et derrière iTransform Africa, nous avons une plateforme, effectivement, qui va être une plateforme. Pour le moment, on est en train de finaliser avec la version web. Ça va passer en plateforme mobile. Justement, c'est quoi? C'est une application mobile dans laquelle ça va être une université virtuelle. Et dans cette université, toutes les ressources pour l'animation des clubs, pour la facilitation des sessions, toutes les ressources pour la formation des jeunes, tous les programmes qui vont être diffusés aux jeunes seront en module e-learning. Également, permettre une grosse bibliothèque pour tous les coachs qui sont auteurs. Pour la jeunesse, justement, ça va être le lieu où les jeunes pourront trouver les ressources qui leur permettront de se fixer d'autres modèles de leadership. Donc, après ça, donc, les clubs de leadership vont continuer leur relais. Et quand nous allons dans un pays comme au Bénin, nous sommes en train de recruter en ce moment donné 100 jeunes, 100 coachs et professionnels de la formation à l'international des Africains qui croient à l'Afrique. Et c'est du bénévolat pour aller au Bénin. Ils viendront avec nous au Bénin et sur place au Bénin, nous sommes en train d'en recruter 200. 200 qui sont des professionnels de la pédagogie, de l'enseignement. Parmi les 200, on a 100 qui sont des professionnels et 100 qui sont des jeunes âgés de 18 à 25 ans que nous allons former comme des formateurs qui vont prendre en main le relais. Donc, en fait, l'objectif, c'est ça. C'est 1 million de jeunes formés à l'horizon 31 décembre 2023. Et le programme est lancé donc le 12 août. Pendant 10 jours, nous serons donc au Bénin pour effectivement envahir les 12 départements du Bénin et les 77 communes simultanément. Donc, voilà en fait ce qui est en place en ce moment. L'enjeu est énorme et aujourd'hui, nous continuons d'accueillir beaucoup de personnes qui veulent participer à ce programme. Et comme on le dit, c'est extraordinaire parce que c'est un programme qui va changer le visage de l'Afrique. Dans 5 ans, l'Afrique sera autre chose. 5, 10 ans, l'Afrique va être complètement transformée. C'est ça, j'avais une question là-dessus. Là. Juste, du coup, un jeune qui va traverser ce programme, à la fin, comment est-ce que tu le visualises, ce jeune? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il se comporte? Comment il impacte? Un jeune qui a transformé, qui est passé dans ce parcours, qui est un parcours qui commence avec la formation directe et se poursuit dans les clubs de leadership. Et quand il est passé par ce parcours, il rentre dans un programme d'activation qui est un programme d'activation entrepreneuriale et en même temps que c'est un programme, derrière ce programme ou encore parallèlement à ce programme, il y a un programme effectivement de soutien à l'employabilité. Donc, une chose est claire, c'est qu'un jeune qui passe par ce programme va être complètement différent des autres jeunes. Il sera capable de générer des idées innovantes, de les transformer en action entrepreneuriale, d'être prêt pour être de vrais leaders au sein des organisations. Quand je dis pas de vrais leaders par la culture d'excellence, par la culture de l'alignement. Quand je parle d'alignement, c'est alignement par rapport aux valeurs et vrais leaders parce que c'est des personnes qui ont une perspective qui est à long terme. Quatrièmement, un jeune qui passe par ce programme aura plus envie de rester dans son pays que d'aller à l'étranger. Parce qu'il aura trouvé toutes les ressources dont il a besoin pour s'épanouir et pour faire prospérer son pays et son environnement. C'est pour ça que nous disons que nous formons des agents de transformation qui vont impacter leur communauté, leur vie et bien au-delà. C'est-à-dire partir de là pour impacter ailleurs. Et ça, je crois, je le dis toujours, j'avais l'opportunité de rester aux États-Unis en 2004.
J'ai la résidence aux États-Unis, j'avais la possibilité de rester là-bas. Mais j'ai dit non à ça. J'ai dit non et non à ça. Je suis rentré chez moi. Parce que je crois que l'Afrique a toutes les ressources dont on a besoin. Et aujourd'hui, je continue de croire. Bon, écoute, on pourrait faire cet entretien pendant 2 heures. Je pense qu'on a souvent l'habitude de discuter, mais il va vraiment falloir qu'on s'arrête là. Je pense que tu nous as donné vraiment de très, très forts enseignements. Et je pense aussi de très, très grandes inspirations pour toutes les personnes qui veulent impacter l'Afrique. Je vais juste une dernière question avant qu'on se quitte. C'est vraiment, toi aujourd'hui, tu as parlé de qu'est-ce qu'on veut au début quand tu t'es présenté, tu as dit qu'est-ce qu'on veut qu'on dise de nous quand on sera parti. Mais je te repose la même question alors. Et toi, quel est l'héritage que tu voudrais laisser pour l'Afrique? L'héritage que je voudrais laisser pour l'Afrique, c'est avoir une communauté de personnes, de jeunes, une communauté d'individus en Afrique, ou bien de personnes, que chaque Africain soit capable d'être une échelle pour son frère. Que chaque Africain soit capable d'être une échelle pour son frère. Parce que c'est de ça que je vis chaque jour. J'existe parce que j'existe pour vous ajouter de la valeur, pour ajouter de la valeur à toutes les personnes que je rencontre. Et dans cette démarche, je voudrais être cette échelle-là pour chacun de vous. Pour chacun. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Arthur, toi, qu'à l'occasion de notre rencontre, qu'au bout, tu puisses dire, écoute, j'ai pu me positionner sur l'épaule de Raphaël pour voir plus loin. Ça, c'est la première image que je voudrais laisser pour l'Afrique. La deuxième image que je voudrais laisser pour l'Afrique, c'est une Afrique qui croit en elle, une Afrique qui croit à son potentiel, une Afrique qui est plus productrice que consommatrice, une Afrique qui se réinvente, une Afrique qui s'approprie ses richesses et les valorise, une Afrique qui valorise son potentiel, en commençant par son potentiel humain. Aujourd'hui, je suis très peiné quand je vois tellement de cerveaux brillants qui ne veulent plus revenir en Afrique, qui ne veulent pas du tout retourner pour agir et impacter leur continent, leur pays, le pays qui les a vus naître. Ça me fait beaucoup de peine. Mais je sais, je comprends ça. Je comprends également que les conditions existentielles, d'abord, c'est pouvoir sécuriser le minimum. Mais l'enjeu est grand, c'est que mettons-nous ensemble. Même à distance, mettons-nous ensemble. C'est pour ça que Transform Africa est ouvert même à la diaspora. Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble pour y arriver. Exactement comme tu fais, Arthur. Voilà, de là où tu es, tu crées de l'impact sur l'Afrique. Tu viens chercher les Africains. Tu veux agir, tu veux venir aider les entrepreneurs en Afrique. Tu veux venir les aider à être beaucoup plus structurés dans leurs projets. Tu veux venir les aider à apporter davantage, à créer davantage de la valeur ajoutée dans leur contexte, dans leur environnement. C'est de ça dont on a besoin. Ça ne t'empêche pas d'être qui tu es. Tu as appris tout ce que tu as appris. Ton parcours professionnel t'a donné ce dont tu as besoin aujourd'hui pour faire profiter à l'Afrique de cette expérience-là. Donc, merci encore pour ce travail extraordinaire que tu fais. Parce que ça fait partie de ce que nous sommes en train de promouvoir. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut être nécessairement en Afrique pour impacter l'Afrique? Non. Bien sûr, certaines conditions ne nous permettent pas d'y être, mais de là où chacun est. Aujourd'hui, tu parles, tu es en France, je suis en ce moment en Côte d'Ivoire. Nous parlons de la même chose. C'est comme si nous étions assis autour de la même table. On a toutes ces facilités, on a toutes ces possibilités. Et l'accompagnement aujourd'hui que tu vas faire aux entrepreneurs africains, tu n'as pas besoin d'être là physiquement tout le temps et tous les jours. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que tu arrives à créer de l'impact. C'est que tu arrives à transformer des vies. C'est qu'un entrepreneur aujourd'hui que tu arrives à sauver et à développer, en fait, c'est 50 familles qui sont derrière. C'est 100 familles qui sont derrière. C'est 500 familles qui sont derrière. Donc, aujourd'hui, que ce soit ton action, que ce soit l'action de iTransform Africa, nous avons besoin de chacun d'eux. Et l'Afrique a besoin de nous. Merci beaucoup. Bon, ça sera le mot de la fin. Je pense que ça a été très riche cet entretien encore. Merci beaucoup, Raphaël.
Je sais que tu es très occupé. De toute façon, on parle régulièrement. Merci vraiment d'avoir pris le temps de nous partager ton expérience, de nous partager tes connaissances, de partager aussi finalement les moments assez clés et personnels qui, euh, qui ont quand même été des déclics dans ta vie. Je pense que ça aussi, c'est important parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être dans ces situations-là et qui se disent, c'est la fin, alors que souvent, ça peut être le début finalement du nouveau nous et de nous, parce que toi, aujourd'hui, pour moi, tu es quelqu'un qui n'a pas de limites et pourtant, voilà, tu as le parcours que d'autres personnes ont, mais tu as décidé d'être ce leader de transformation, comme tu le dis souvent, ce créateur d'échelle, comme tu aimes bien le dire. Et donc, je vais mettre en lien là toutes les actions de Raphaël. Si vous voulez, comme il l'a dit, si vous voulez contribuer à l'Afrique, ne serait-ce que par du bénévolat, vous n'êtes pas obligé de créer des business et d'apporter beaucoup plus que comme moi je le fais, mais vous pouvez aussi rejoindre un programme comme celui de e-Transform, qui est un programme exceptionnel qui permet justement de créer les prochains leaders. Et n'oubliez pas, je pense que Raphaël l'a bien souligné, n'oubliez pas que ce que vous plantez aujourd'hui va pouvoir pousser dans quelques années. Donc, c'est très pertinent, comme Raphaël le fait, finalement, de le planter dans les jeunes, parce que c'est dans une génération, ce sont ces jeunes-là qui sont à la tête des différents pays de l'Afrique, des différents secteurs de l'Afrique. En tout cas, merci encore, Raphaël. Et, euh, je te souhaite bon courage. Bon, de toute façon, on est en contact. Et, et aussi, si ça vous a inspiré, n'hésitez pas à rejoindre Raphaël. Vous avez le lien en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo parce qu'on va recevoir dans ce programme des gens exceptionnels comme Raphaël, mais il y en a plein d'autres qui se battent pour l'Afrique et on va tous les découvrir dans ce programme. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et surtout, soyez en attente de la prochaine vidéo. Merci encore, Raphaël. Merci à tous. Merci Arthur, merci à vous qui nous avez écoutés, merci pour votre patience et merci. À très bientôt. À bientôt. Bye bye.